Nous sommes en 1300. Après des siècles de croissance continue, de progrès matériel, de défrichement, d'enrichissement, d'expansion militaire, les provinces d'Europe se sont revêtues d'une parure monumentale superbe, violemment contrastée. Le gothique règne à Reims. À Salisbury. L'Orient survit à Tolède. Palerme. Mais à l'orée du XIVe siècle, c'est fait. Irrésistiblement, le mouvement des forces productives a fait glisser vers l'Italie le fort de l'innovation. Or, en Italie, ce ne sont ni les paysans, ni les guerriers, ni les prêtres qui dominent, qui donnent le ton, ce sont les hommes d'affaires. Achetant, vendant de tout, des épices, des draps, de la soie, maniant l'argent, prêtant au roi, et surtout récoltant par toute l'Europe l'impôt que lève le pape, et pour cela implantant dans toute l'Europe des filiales. Des hommes d'affaires, par conséquent des cités. Des villes immémoriales, telles Orvieto, juchées sur un site étrusque, dominant des nécropoles millénaires. Dans ces cités, la cathédrale n'est pas, comme en France ou en Angleterre, le centre de tout. C'est un objet. Un bel objet posé parmi d'autres. Dans les cités italiennes, tout s'ordonne autour de la place, du vieux forum où l'on discute, où l'on échange, et le long des rangées d'ateliers de boutiques qui s'ouvrent sur les rues. En effet, la plus haute culture ici n'est pas théologique, elle est pratique, elle est civile, elle est profane. Elle se fonde sur le droit romain tel qu'on l'enseigne à l'université de Bologne. Elle se fonde sur le calcul, le maniement des chiffres, l'art de tenir les comptes, et dans ses pointes avancées, elle se fonde sur Aristote, mais lorsque Aristote parle de logique, de vertu. Le mot raison dans ce pays signifie quoi? Comptabilité. Des communes, des associations jurées de citoyens théoriquement égaux, démocratie, oligarchie plutôt. En tout cas, des républiques indépendantes, jalouses de leur liberté et rivales, se disputant les marchés, méfiantes, dressées les unes contre les autres. Et par conséquent, s'enfermant prudemment dans des remparts, crénelant leurs ponts, crénelant leurs palais. Dans chacune d'elles, l'ordre repose sur la fidélité mutuelle, la concorde, sur le civisme, sur l'amour partagé de la cité.
patriotisme, un patriotisme que soutiennent de vastes entreprises de construction poursuivies à deniers communs, confiées à des artistes recrutés sur concours. Un culte, le culte d'une déesse, la ville. À Pise, l'effigie de la ville avait d'abord été placée dans l'abside de la cathédrale, près de celle de l'empereur. Elle apparaissait en reine-mère, agenouillée devant la Vierge. Mais la figure symbolique reparut moins à l'écart, sculptée vers 1310 par Giovanni Pisano. Elle soutient maintenant la chaire de la cathédrale. Une cariatide couronnée, nourricière, debout. Face à la statue du Christ que supportent les 4 évangélistes, elle-même supportée symétriquement par les 4 vertus cardinales, les vertus de la vie pratique, et l'une d'elles, la prudence, est nue, comme une Vénus antique. La statuaire de Giovanni Pisano se relie par des liens très étroits de parenté à la statuaire de Reims. Les artistes toscans sont eux aussi fascinés par le gothique. Toutefois, dans cette province, alliée au dévouement prudent à l'Empire tant que celui-ci ne gêne pas les affaires, alliée au souvenir de Rome, de la liberté romaine, la fierté urbaine porte à faire revivre, pour la gloire de la cité, la plastique des sarcophages. Et dans Florence, Giotto. Giotto que la commune a chargé de diriger à la fois les travaux de la cathédrale, les travaux du palais municipal, ceux des ponts, ceux des murailles. Giotto conçoit le campanile. Et cette tour, près de la cathédrale, appartient bien davantage à la communauté des citoyens qu'au clergé. Dans la structure de ces agglomérations, contractées, agglutinées comme des ruches ou comme les médinas de l'islam, l'articulation majeure est dédoublée, c'est une place, c'est le palais communal. Ainsi à Sienne, le plus ancien ordonnancement d'urbanisme qu'ait connu l'Europe moderne, fait converger tous les quartiers vers un seul lieu, une conque, la Piazza del Campo, pour le rassemblement des milices. Et tous les intérêts privés se trouvent ramenés de la sorte topographiquement vers le bâtiment du pouvoir, vers l'espace fermé où les magistrats délibèrent, loin du peuple. Délibèrent comme font les rois de ce temps, dont ces magistrats se veulent les égaux, à l'ombre d'une tour, la tour de la Mangia, fine, et pourtant d'allure militaire, symbole guerrier de la souveraineté. Les bâtiments municipaux des communes toscanes.
les palais des podestats, chargés de réprimer les rivalités intestines, sont des maisons romaines, à cour intérieure, mais transformées en forteresses, capables de soutenir un siège, capables de résister aux rébellions. Et à l'étage, surplombant la ville, mais surplombant aussi tout le plat pays soumis qui nourrit la ville, le logis de la magistrature. Pour aider les dirigeants de la commune de Sienne à demeurer dans la voie droite, Ambrogio Lorenzetti fut appelé en 1337 à représenter devant leurs yeux les principes et les conséquences de leurs actes politiques. Sur les murs de la salle du conseil, le peintre a disposé, comme sur une estrade, comme sur ces estrades étroites où les franciscains s'installaient pour prêcher, il a disposé un spectacle allégorique, commenté par des inscriptions, par des explications, par des légendes. En effet, l'esprit des laïcs ne pouvait à cette époque accéder aux idées abstraites que par l'allégorie, le tableau vivant, par le théâtre. Il fallait donner aux idées des formes humaines, un visage, un vêtement, des emblèmes particuliers. Il fallait les costumer, les faire vivre, afin de mieux persuader. D'un côté, donc, ce dont il faut s'écarter, le mauvais gouvernement, le prince du mal, entouré de toutes les forces de confusion, le désordre, l'avarice, la gloriole, la fureur. De l'autre côté, l'exemple à suivre, le bon gouvernement, un vieillard, sage comme ils le sont tous ou comme ils devraient l'être, barbu, trônant en majesté comme un empereur romain, comme Marc Aurèle ou comme le roi Salomon. La louve romaine à ses pieds allaitant Romulus et Rémus. Pique dressée, une garde de chevaliers l'entoure. Ce personnage, remarquez-le, occupe dans la scénographie la place qui est celle de l'Éternel sur les portails romans. Lui aussi trie les bons et les méchants. À sa gauche, le côté de l'enfer, enchaîner les ennemis de la commune, les semeurs de troubles, subjugués. Et à sa droite, du côté du salut, la théorie sereine des 24 conseillers pompeusement parés, jeunes et vieux, les chefs des maisons notables de la ville. Des portraits individuels, ils ont posé devant le peintre, tous laïcs, pas un prêtre, pas un prince, égaux entre eux, autour de la figure exemplaire du bon pouvoir. Tous seigneurs temporeux et princes y viennent de toute province, et chevaliers grands et petits, qui au tanchier sont bien fétis, ni à sacher le roi le comte, il torcher Fauvel et honte. Vicomtes, prévôts et baillis, à bien torcher ne sont faillis. Bourgeois de bourse et de cité, torchent par grande subtilité, et vilains de villes champêtres sont en Fauvel pour les prêtres.
Un peu en dessous de lui, formant sa cour, les 4 vertus encore. Et puis, la magnanimité, la paix, admirable oisive. Désacralisation. Sur ce tréteau, pour ce spectacle, c'est la mise en scène du tympan de Conques qui est reprise. Mais la représentation ne sert plus du tout ici la théologie, elle n'annonce plus le jugement dernier, le jugement de Dieu. Elle sert une justice terrestre, elle sert la politique. Tous les gestes, toutes les attitudes rituelles, celles des processions, celles des litanies, qui, durant des siècles, avaient célébré les seuls mystères du christianisme, célèbrent maintenant la morale civique. Voilà ce qu'est l'esprit nouveau. Au XIVe siècle, dans les cités italiennes, ce ne sont plus les gens d'église qui guident la main des artistes, ce sont des hommes d'État, ce sont les maîtres de la seigneurie urbaine. Et dans l'Italie centrale, en Toscane, ces hommes sont des négociants. Austère encore, affectant l'austérité, applaudissant Dante lorsqu'il vitupère la propension au luxe, un idéal de vie rigide, accordé à cet univers minéral et cubiste que peint Ambrogio Lorenzetti lorsque, dans l'autre partie de la scène, pour montrer les effets du gouvernement juste, il entreprend de décrire la vie. Plus de costumiers maintenant, plus de machinerie, plus de scène. Le regard qui s'étend, qui porte, comme depuis les fenêtres du palais communal, sur la campagne et sur la ville. La campagne et la ville, rassemblées sous la puissance du magistrat, et pourtant strictement séparées l'une de l'autre par la muraille. Une ligne d'horizon démesurément élevée, pas de jeu d'atmosphère, pas d'ombre, un espace plein, figé, comme l'espace d'Aristote, mais réel, tel que le voient ces commerçants, ces propriétaires, ces planteurs de vignobles qui savent parfaitement le prix des grains, le prix des sacs de laine, et qu'ils veulent voir clair dans leurs affaires, qui veulent contempler l'éloge du travail efficace, discipliné, qui rapporte dans ces boutiques, dans ces écoles, sur ces échafaudages, et puis hors les murs, parmi les champs, parmi les vergers, tous les gestes du labeur sont décrits pour exhorter à retrousser ses manches, afin que le peuple entier puisse avancer vers la sécurité et vers la justice, afin surtout que les patriciens puissent en paix jouir des plaisirs nobles, chasser, danser. Danser, les demoiselles sur la place, chastement, dans leurs robes brodées de fleurettes. Chasser, les jeunes gens franchissant les portes, les remparts, s'apprêtant à galoper comme Frédéric II le fauconnier, parmi ce paysage démesuré, asservi, pourvoyeur, le premier paysage vrai qui ait été peint en Europe. Un territoire que cependant menace les jalousies, les agressions des communes concurrentes.
un territoire qu'il faut protéger, qu'il faut défendre et qu'il faut, si l'on peut, étendre. Et c'est pourquoi la cité célèbre aussi ces guerriers professionnels, ces entrepreneurs de combat qu'elle engage et qui mènent à son profit la lutte armée comme une affaire. Discutant ferme avec leur employeur, jouant parfois leur va-tout dans une bataille, mais le plus souvent s'épargnant mutuellement. La commune célèbre ses condottières. Alors commence à s'installer sur la place des villes européennes, imitant les symboles équestres des empereurs romains triomphants, la longue cohorte des héros cavaliers. Avant de figurer en bronze en plein vent, les condottières virent leurs silhouettes peintes sur les murs des palais communaux. Cette effigie à Sienne est l'œuvre de Simone Martini. Le chef de guerre s'avance, superbement vêtu, fêtant sa gloire, paradant. Il a vaincu, mais la contrée adverse que son cheval foule, hérissée de lances, de retranchements, de toutes les épines acérées de la soldatesque, est totalement dépouillée. Il est dévasté, piétiné, gâté. Les armes ont fait le vide, le désert. Autre silhouette de ville à l'horizon, celle-ci décharnée, un fantôme, un squelette. Et toute cette tension militaire, pourquoi ? Afin que, dans la commune, protégée par son enceinte, continue de couler, symbole de paix, symbole d'abondance, la fontaine civique. Celle de Pérouse fut commandée en 1278 à Nicolas Pisano. Sur ses faces se trouvent placées les mêmes images qui se rassemblaient en France dans les porches des cathédrales. Bas-reliefs montrant les signes du zodiaque, les travaux des mois, les 7 arts libéraux, les degrés de la connaissance. Statues de saints, de patriarches. Mais tout cela, sculpté à la manière antique, est de nouveau la Louve de Rome, la référence obstinée à cette époque dont l'Italie du Trecento ne cesse de rêver, le temps où Rome, la Rome latine, dominait le monde. Voici déjà présente au service de la ville cette fusion de la tradition chrétienne et de la tradition classique à la source de ce que nous appelons la Renaissance. Dans toute l'Italie, la nostalgie grandit de l'Antiquité classique. Et le désir devient obsédant de revenir aux sources,
de retrouver les origines nationales, secouer le joug, refouler des cultures qui paraissent étrangères, importées, imposées, repousser la culture de Paris, dont l'art gothique est l'expression, repousser la culture de Byzance, qui, depuis le Moyen-Âge, dans la péninsule italienne, est chez elle. Un espoir de libération nationale. Et deux hommes furent alors salués comme les héros de cette libération, un poète Dante, un peintre Giotto. Giotto, dit Cennino Cennini, a changé l'art de peindre du grec au latin. Du grec, une langue étrangère, au latin, le dialecte autochtone. Mais Giotto n'était pas le seul. D'autres artistes l'avaient devancé, d'autres artistes l'accompagnaient. En 1311, les Siennois portèrent en triomphe dans leur cathédrale un retable en l'honneur de la Vierge qu'on appelle la Maesta. Duccio venait d'en peindre les panneaux à la manière byzantine. Mais déjà, le changement est très sensible par rapport aux mosaïques de Palerme. Une présence plastique, la vie, le frémissement des passions, des chairs plus tendres, de la liberté dans l'usage de la couleur, un abandon du hiératisme, le passage à la vérité des attitudes. Bref, une émancipation. Elle fut très fortement aidée par ce que l'on connaissait à Sienne au début du XIVe siècle de l'art parisien. Tyrannie de l'esthétique gothique encore, et qui s'exerça beaucoup plus profondément sur Simone Martini. Une influence que propageait notamment un relais, la cour de Naples, dont les princes maintenant étaient très étroitement liés à la France capétienne. On voit très bien dans les fresques que Simone Martini fut appelé à peindre, on voit très bien ce qu'il introduisit de français et qui, cette fois, fait complètement craquer le carcan du byzantinisme. Cette sinuosité nerveuse du trait, tous les ornements gracieux, flexibles, de la fête courtoise. Simone Martini peignit sur les murs de l'église inférieure d'Assise une vie de Saint-Martin sur la commande des cardinaux protecteur de l'ordre franciscain. Il y a dans le message franciscain une très large part de fête. Or, l'Italie, au début du XIVe siècle, lorsqu'elle n'était pas cathare, était pleinement franciscaine. Le franciscanisme poussa ce pays à adopter les formes gothiques et surtout dans ce qu'elles avaient de sensible, à la fois d'héroïque, de paré, de gracieux, la chevalerie. Saint-Martin avait été soldat romain. Comment le montrer, sinon comme un chevalier? Un chevalier que l'on adoube un matin de Pentecôte, dans la joie du printemps, à qui on remet l'épée, que l'on chausse des éperons, comme on adoubait les fils des banquiers de Florence, joyeusement, dans un divertissement profane. Des airs de flûte sur quoi l'on va danser des chants de joie.
Comme saint François lorsqu'il était jeune, comme tous les enrichis par le négoce ou par la guerre, les prélats qui firent décorer la basilique d'Assise rêvaient au fond d'eux-mêmes d'être des Lancelot, des Perceval. Ils se ruaient sur les modes de Paris, les exagérant même, leur ajoutant une pointe de piquant méridional. Cette sorte d'éclatement de la sensibilité, c'est peut-être à Avignon que l'on en saisit le mieux les effets sur les formes artistiques. À Avignon, où le pape avait ouvert le plus grand chantier du siècle. Le pape appela les plus célèbres peintres vivants, et d'abord Simone Martini de Sienne. Des fresques dont Simone Martini décora les murs de la cathédrale Notre-Dame-des-Dons, il ne reste aujourd'hui que les esquisses préparatoires au rouge de Sinope, dessinées sur l'enduit. Ces dessins admirables reflètent la plus haute spiritualité du gothique, montrant le Christ en majesté, montrant la Vierge, dans la noblesse, dans la gravité qu'on leur voit sur les porches des cathédrales de France. Mais c'était en finir avec Byzance. Toutefois, n'était-ce pas se soumettre à d'autres contraintes, subir un autre joug, passer d'un pouvoir étranger sous un autre? Comment s'affirmer italien? Sur Giotto, l'influence de la statuaire gothique est évidente. Elle lui vint directement par les statuettes françaises qu'importaient les marchands de Toscane. Indirectement, il l'a subi parce qu'il emprunta à d'autres sculpteurs italiens, aux sculpteurs de Pise, et notamment à Giovanni Pisano. Mais ce qu'il retint de ces statues, de celles de la Sibylle, de celles des philosophes qui étaient prévues pour la façade de la cathédrale de Sienne, ce qu'il retint, ce fut ce que ces sculpteurs avaient ressuscité de la majesté romaine, la gravité. Et ceci en plein accord avec le goût d'austérité hautaine que professait l'élite de la société citadine, en plein accord avec la ferveur pour l'antiquité latine des premiers humanistes de Toscane ou de Vénétie. À Padoue, les héritiers d'un très grand financier, d'un usurier, durent en expiation pour le repos de son âme construire une chapelle, la chapelle de la Reine. Ils voulurent que tous les murs opaques de cet oratoire fussent recouverts de fresques. On appela Giotto. Découpant l'espace, découpant également le temps en phases successives, comme les mosaïstes de Palerme, comme Duccio les avait découpés lorsqu'il racontait la vie du Christ, Giotto mit en scène cette même histoire. Il plaça autour de Jésus et de Marie sur le même plan tous les comparses de ce long drame. Giotto lui aussi raconte. Il relate avec précision les noces de Cana.
la trahison de Judas. La mise au tombeau. Il s'efforce de rendre la tonalité affective de chaque scène. La joie, la douleur, le désespoir des anges. Expression des passions humaines réagissant à l'humanité du Christ. Et ainsi, Giotto figure, mais non pas sur le mode chevaleresque, sur le mode héroïque, sur le mode romain, une part de la prédication franciscaine et peut-être la part essentielle, cette volonté de l'homme quelconque, pour vivre à l'unisson du Christ. Parce que nous sommes habitués à la scène italienne, à cette sorte de fenêtre rectangulaire encadrant l'acte théâtral, nous pensons au théâtre. Nous imaginons Giotto transposant dans la peinture les artifices du théâtre. Mais le théâtre de cette époque n'aménageait pas de cette façon le lieu scénique. Ce que nous voyons ici, c'est une transformation géniale de l'espace pictural des prédécesseurs de Giotto. Giotto veut toucher le spectateur. Pour cela, il fait vivre les acteurs. Il lui faut ménager, par conséquent, l'illusion d'un vide où ces acteurs puissent se grouper, ou bien tout seuls, étendre les gestes d'une mimique expressive. Il lui faut tendre derrière eux un décor, mais ce bleu du fond, ça n'est pas le bleu d'un ciel vivant. Ce bleu est abstrait, exactement comme le fond d'or byzantin, et son rôle est de situer la scène hors du quotidien. Les quelques éléments de décor qui localisent le récit, ce sont ceux de l'art roman, de la peinture byzantine. Ce sont des idées d'arbres, de roches, de construction, de trônes, mais qui pourtant ne doivent pas paraître, vis-à-vis de la réalité nécessaire des acteurs, d'une irréalité trop discordante. Par conséquent, par le moyen d'une perspective encore balbutiante, l'impression donnée que ces objets simples se déploient dans la troisième dimension. Cet expressionnisme, qui est celui des sermons franciscains, ne devait pas aller pourtant jusqu'à l'illusionnisme. Et Giotto est très loin d'avoir cherché l'illusionnisme. Pour lui, l'important, c'était de rendre le jeu convaincant. Mais c'était aussi de maintenir la distance entre les personnages de l'action sacrée et le public. Donc, donner bien sûr aux personnages les apparences de la vie. Les soudards qui gardent le tombeau du Christ dorment comme tous les militaires. Pourtant, ils n'appartiennent pas à notre monde. Ils restent engagés dans l'intemporel. Cette distance leur est conférée par une intonation majestueuse, empruntée par l'intermédiaire des sculpteurs pisans et florentins aux reliefs antiques. Giotto, et c'est ce qui fit sa gloire, a su réunir les valeurs de persuasion de l'art de sculpter et de l'art de peindre. Par son génie, la peinture est devenue pour des siècles en Europe l'art majeur. Déjà au début du XIVe siècle, la porte s'entrebâillait qui laissait pénétrer dans le grand art, le pathétique de la prédication franciscaine. Déjà les crucifixions de l'église inférieure d'Assise faisaient une large place au tragique, invitaient à méditer sur les convulsions d'un corps tourmenté par le chagrin ou par la torture, en tout cas tout prêt déjà à se transformer en cadavre.
Cette vitalité de la peinture italienne n'est-elle pas prodigieuse, cette course à la modernité, une profusion, une floraison, et tout cela, d'un coup, fauché par la catastrophe, par l'épidémie, par la peste bubonique, la peste noire, comme on disait, 1348. C'est la rançon, c'est le contre-coup de l'expansion européenne. En effet, les germes sont venus par la route que Marco Polo avait remontée. Ce sont des navires marchands qui les ont ramenés depuis les comptoirs génois de la mer Noire à Naples, à Marseille. La cour d'Avignon, carrefour du monde, les a dispersés partout. Et alors, les marées de la mort qui déferlent, qui remontent par étapes vers le nord, qui gagnent les confins de la chrétienté, l'Écosse, la Scandinavie, hécatombe. Les historiens sont incapables d'évaluer avec précision le nombre des victimes. Il n'existait pas encore à cette époque de documents statistiques. D'ailleurs, le fléau frappa très inégalement. Il semble que des provinces entières, la Bohême par exemple, ait été complètement épargnée. Ailleurs, on sait que tel village échappa alors que tel autre, à quelques kilomètres, était entièrement anéanti, définitivement rayé du paysage. Les contemporains ne savaient rien de la contagion, bien sûr, mais ils croyaient pourtant à une sorte de putréfaction de l'air, et pour cela, on allumait de grands feux d'herbes aromatiques au carrefour. Les conditions de propagation de cette peste, à la fois pulmonaire et bubonique, ont fait que les villes, surtout, furent frappées. Entassement de taudis, pas d'égout, pas d'hygiène, la mort partout. Et qui surprenait, frappant à tort et à travers, ne se contentant pas, comme d'habitude, des très jeunes enfants, ni des pauvres, frappant aussi les êtres adultes en pleine vigueur, et, ce qui était cette fois scandaleux, frappant aussi les riches. Les contemporains disent le tiers de la population européenne mourut, ce qui est certainement vrai pour l'ensemble. Mais pour les très grandes villes, davantage. La cruauté du ciel, et peut-être celle des hommes, fut si rigoureuse, l'épidémie sévit de mars à juillet 1348 avec tant de violence, une foule de malades furent si mal secourus, ou même, en raison de la peur qu'ils inspiraient aux gens bien portants, abandonnés dans un tel dénuement, qu'on a quelque sûre raison d'estimer à plus de 100 000 le nombre d'hommes qui périt dans l'enceinte de la cité. Que de grands palais, que de belles maisons, que de demeures pleines autrefois de domestiques, de seigneurs et de dames, virent enfin disparaître jusqu'aux plus humbles serviteurs. Que d'illustres familles, que d'imposants domaines, que de fortunes réputées restèrent privées d'héritiers légitimes. Que de valeureux seigneurs, de belles dames et de gracieux jouvenceaux prirent le repas du matin avec leurs parents, leurs camarades et leurs amis, et, le soir venu, s'assirent dans l'autre monde au souper de leurs ancêtres. D'où vient le mal? Du péché,
Ce sont les Juifs, ils ont empoisonné les puits, à tout hasard on les massacre. C'est la colère de Dieu, on se flagelle pour l'apaiser. Les villes s'enferment dans leurs remparts. On tue ceux qui la nuit voudraient s'y faufiler. Ou bien au contraire on se sauve, où l'on peut. Bandes errantes, affolées. En tout cas, l'effroi et le coup d'arrêt, la fracture. Comme toute chose, la création artistique a changé. Elle tente à devenir privée. Celle d'un objet personnel, un objet d'art que possède un individu jalousement. De grands artistes sont morts, ainsi Pietro Lorenzetti, et on peut expliquer par la mortalité, la brusque stérilité des ateliers anglais d'enluminure. Et puis la fin des grands projets, plus de grand art collectif. Sienne avait rêvé d'une cathédrale immense. Le chantier se ferma, faute d'ouvriers, faute de finances. La cathédrale d'aujourd'hui, c'est seulement ce qui devait être le transept, et qui fut tant bien que mal ajusté. Mais ce qui devait être l'un des bas-côtés de la nef inachevée devint une loggia, et l'emplacement de la nef elle-même, béant, un espace vide. Partout, les entreprises d'architecture qui se rétrécissent. Les formes de la cathédrale qui peu à peu se réduisent aux dimensions d'un objet, un souvenir, une ombre. Et pour décorer quoi? À Gloucester, un tombeau, celui du roi Édouard. Mais le retentissement du cataclysme est plus profond encore. La société s'est bouleversée de fond en comble. Dans les cités italiennes, ces hommes riches qui tenaient le haut du pavé, qui choisissaient les artistes, ces hommes amis des humanistes et dont le christianisme, très intellectuel, très noble, avait inspiré la parfaite élégance de Simone Martini, avait inspiré la retenue, la gravité de Giotto. Ces grands notables, pour beaucoup, disparurent. Et ce sont des parvenus qui les remplacèrent, des gens dont la culture était moins haute. Donc, aussitôt après la peste, cette infiltration de vulgarité que l'on découvre dans la peinture toscane, cette inclination de l'artiste à vouloir plaire, vouloir toucher des hommes dont le goût est moins sûr et dont le christianisme est moins gouverné par la raison. À Avignon, un autre Italien, Matteo Giovannetti de Viterbe, prit la direction de l'équipe des décorateurs. Sans doute réalisa-t-il pleinement la synthèse entre l'esthétique française et celle de l'Italie centrale, mais en puisant surtout dans le fond gothique ce qui pouvait être plaisant, un plaisir de surface, et qui ne laisse paraître plus grand-chose de la profondeur spirituelle du christianisme rationnel des théologiens de Paris, du christianisme stoïque des admirateurs de Giotto. Et dans la tour de la garde-robe,
le pape Clément fit disposer sur les murs de sa chambre un décor de verdure, de vergers, de piscines, le décor des jardins de Palerme. Enfin, le choc de la Grande Peste a comme brisé l'unité culturelle du XIIIe siècle. Non plus un seul but, s'avancer calmement comme le chevalier de Bamberg vers la joie parfaite, en assumant la condition humaine pleinement, prenant pour modèle le Christ incarné, par une discipline égale du corps et de l'esprit. Maintenant, deux obsessions. Affronter la mort charnelle, jouir de la vie. Irruption du macabre. Mais en contrepartie, fébrilité. Il faut se hâter de profiter des plaisirs du monde. Jouir du monde comme en avait joui Frédéric II. Profanation. S'évader du quotidien dans la rêverie mystique ou dans la fête. Boccace a situé les histoires plaisantes de son Décaméron dans une assemblée de jeunes gens et de jeunes femmes riches qui avaient fui dans une villa de campagne en 1348, Florence, où la peste faisait rage. Ils trompaient leur peur de mourir en racontant des anecdotes grivoises ou chevaleresques. Secrètement, ils tremblaient pour leur âme, ils confessaient leurs péchés, mais dans l'assemblée, ils affectaient de sourire, de rire. Ils ne parlaient que de l'amour. Volonté de s'étourdir sur cette terre dans la fête, de se faire soi-même ici-bas son paradis, un paradis profane, où par-delà le ruisseau, l'homme et la femme en chantant se tendraient la main.